Le médiateur de la République remet au chef de l'État les rapports annuels de 2012 et de 2013 de son institution. La problématique du foncier au Mali au cœur des rapports. Le médiateur de la République est par définition un recours pour le citoyen et un conseil pour l'administration. Accroître la participation des collectivités territoriales pour la sauvegarde du patrimoine culturel, c'est l'objectif visé par l'édition 2014 des Journées nationales du patrimoine culturel. Durant 2 jours, la richesse de la culture malienne sera exposée au CICB. Nous sommes jeudi 29 mai. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir choisis pour vous informer et vous avez raison. Avant de développer ces titres, le Conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui à Koulouba sous la présidence du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. Sur ce plateau avec moi, Aoui Touré, pour nous lire le communiqué final. Bonsoir Aoui Touré. Bonsoir Nyanya Aliou Traoré, mesdames et messieurs. Bonsoir au chapitre des mesures législatives. Sur présentation du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi modificative de l'ordonnance numéro 2013-021 PRM du 3 décembre 2013 portant loi des finances pour l'exercice 2014. Sur présentation du ministre du Développement rural, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi déterminant les principes de gestion de la pêche et de l'aquaculture. La pêche constitue un sous-secteur clé de l'économie nationale. Elle est régie dans notre pays par une loi du 20 mars 1995 qui fixe les conditions de gestion de la pêche et de la pisciculture. Cette loi présente aujourd'hui de nombreuses lacunes et connaît des difficultés d'application dû à un déphasage entre ces dispositions et celles d'autres textes nationaux ou internationaux. En matière d'aquaculture, la loi ne prend pas en compte les principes de gestion de la pisciculture et les conditions d'exploitation des concessions d'aquaculture. Dans le domaine de la gestion de l'environnement, elle astreint chaque responsable d'un domaine halieutique à des mesures de protection de ressources, mais ne définit pas la règle générale de gestion permettant à l'État et aux collectivités territoriales d'orienter les mesures qu'elles doivent prendre. S'agissant des écoulements, des prélèvements et des déversements, la loi interdit toute destruction de la faune ou de la flore aquatique, mais ne définit pas ce qui sera considéré comme une destruction condamnable ni l'autorité qui sera habilitée à la constater. Elle ne fait pas de référence aux conditions et modalités d'exercice des droits conférés par les titres de pêche dans le cadre du commerce international de spécimens de poissons. En ce qui concerne les aspects sanitaires liés à l'utilisation des intrants, la loi ne fait pas de référence aux normes techniques des produits de l'aquaculture. Par ailleurs, le pouvoir de contrôle et la surveillance des pêcheries sont réservés aux seuls ingénieurs et agents des eaux et forêts assermentés dont le nombre est insuffisant pour assurer les missions de contrôle, de recherche et de constatation des infractions en matière de pêche et d'aquaculture. En vue de combler ces lacunes, il est apparu nécessaire de relire la loi numéro 95-032 du 20 mars 1995 en l'adaptant aux réalités et en l'harmonisant avec les textes nationaux et internationaux en matière de pêche et d'aquaculture. Le projet de loi apporte d'importantes innovations, notamment la mise en cohérence de la législation en matière de pêche et d'aquaculture avec la politique nationale de développement de la pêche et de l'aquaculture et de la loi d'orientation agricole. La prise en compte du processus de décentralisation, du transfert de compétences et des ressources aux collectivités territoriales, ainsi que du renforcement de la coopération internationale et transfrontalière. La prise en compte des dispositions de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvages. Le renforcement des capacités en matière de surveillance et de contrôle de l'application de la réglementation de la pêche et de l'aquaculture. L'adoption du présent projet de loi s'inscrit dans ce cadre.
Au chapitre des mesures réglementaires sur le rapport du ministre des Domaines de l'État, des Affaires foncières et du patrimoine, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret autorisant et déclarant d'utilité publique les travaux de construction, de forage, d'adduction d'eau potable autonome du quartier de Sénou, en commune 6 du district de Bamako et son périmètre de protection. La réalisation de forages pour l'adduction d'eau potable autonome du quartier de Sénou s'inscrit dans le cadre du projet de développement urbain et décentralisation initié par le gouvernement. Les travaux à exécuter ont été enregistrés et déclarés d'utilité publique par le décret numéro 09434 PRM du 3 septembre 2009 pour permettre la sécurisation du forage et de son périmètre de protection, l'expropriation et l'indemnisation des propriétés et des réalisations situées sur le site du forage et sa zone de protection. Cependant, en raison des retards accusés dans l'exécution des travaux de lotissement du quartier de Sénou, de l'adduction d'eau potable et dans le dépôt en février 2014 du rapport de recensement et d'évaluation des propriétés et réalisations situées dans l'emprise et les servitudes des travaux, le processus d'indemnisation n'a pas connu un début d'exécution. Le présent projet de décret est pris pour prendre en charge cette situation. Il autorise et déclare d'utilité publique les travaux de forage pour l'adduction d'eau potable autonome du quartier de Sénou et son périmètre de protection. Sur le rapport du ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les détails des compétences et des ressources transférées de l'État aux collectivités territoriales dans le domaine de l'assainissement et de la lutte contre les pollutions et nuisances. Dans le cadre de la politique de décentralisation, le gouvernement a adopté un arsenal juridique important visant à responsabiliser les collectivités territoriales et à leur permettre de s'administrer librement. Dans ce cadre, la plupart des compétences en matière d'assainissement sont exercées actuellement par les communes, sauf dans le cas du district de Bamako, où elles sont partagées entre les 6 communes et la mairie du district. Malgré les efforts financiers fournis par l'État, l'exercice de ces compétences a montré des insuffisances. Afin de consolider les acquis et d'assurer la cohérence entre les rôles et responsabilités des différents niveaux de collectivité territoriale, il est devenu nécessaire de formaliser et préciser les détails des compétences et des ressources transférées de l'État aux collectivités dans le domaine de l'assainissement et de la lutte contre les pollutions et nuisances. L'adoption du présent projet de décret permettra de faire une répartition pertinente et concertée des détails des compétences et des ressources entre les différents niveaux de collectivité territoriale et d'améliorer la gestion de l'assainissement à travers une meilleure organisation des filières de déchets. Sur le rapport du ministre de la Décentralisation et de la Ville, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret déterminant le cadre organique de la direction des finances et du matériel. Les directions des finances et du matériel ont été créées par une ordonnance du 9 juin 2009. Au terme de cette ordonnance, la direction des finances et du matériel a pour mission d'élaborer, au niveau d'un département ou d'un groupe de départements ministériels, les éléments de la politique nationale dans les domaines de la gestion des ressources financières et matérielles et l'approvisionnement des services publics. Le présent projet de décret est adopté pour doter la direction des finances et du matériel du ministère de la Décentralisation et de la Ville des moyens humains nécessaires à son fonctionnement au cours des 5 prochaines années. Sur le rapport du ministre de l'Industrie et de la Promotion des investissements, le Conseil des ministres a adopté un décret déterminant le cadre organique de la direction des finances et du matériel. L'adoption du présent projet de décret vise à rendre fonctionnelle la direction des finances et du matériel du ministère de l'Industrie et de la Promotion des investissements en la dotant pour les 5 prochaines années de personnel nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, directeur national de l'administration de la justice, M. Sombe Terra, magistrat. Directeur national des affaires judiciaires et du Sceau, M. Mahamadou Boiré, magistrat. Inspecteur en chef des services judiciaires, M. Hamidou Younoussa Meiga, magistrat. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, conseiller technique, M. Mahamadou Djagouraga, inspecteur général de police, M. Moro Djakite, inspecteur général de police, M. Amadou Bili Sissoko, administrateur civil, M. Georges Togo, administrateur civil, M. Brahima Koulibaly, administrateur civil, M. Kariba Tangara, vétérinaire et ingénieur de l'élevage, M. Mamani Nassiré, administrateur civil. Au titre du ministère de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement, chef de cabinet, M. Abdoulaye Yayasek, ingénieur. Conseiller technique, Mme Kamara Mariam Kassogué, ingénieur des constructions civiles. M. Bamba Famoussa Sissoko, magistrat. Chargé de mission, M. Mohamed Saïba Soumano, ingénieur informaticien. Au titre du ministère de la Planification, de l'Aménagement du territoire et de la population, conseiller technique, M. Adama Diallo, administrateur civil. Au titre du ministère du Travail, de la Fonction publique et des relations avec les institutions, chef de cabinet, M. Amadoun Ibrahim Meiga, juriste. Conseiller technique, M. Ahmed Mohamed Yahya, administrateur civil. M. Mamadou Konaté, administrateur civil. M. Fousseini Sangaré, magistrat. Mme Diallo Assa Djagouraga, professeur principal de l'enseignement secondaire. M. Biassoum Dambélé, administrateur civil. Chargé de mission, M. Adama Demba Keita, ingénieur. M. Bakari Keita, professeur principal de l'enseignement secondaire. Directeur des finances et du matériel, Mme Mariam Simpara, inspecteur des finances. Au titre du ministère de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement, secrétaire général, M. Moussa Bari, ingénieur des eaux et forêts. Chargé de mission, M. Mamadou Diarra, ingénieur. Au titre du ministère de l'Industrie et de la Promotion des investissements, conseiller technique, M. Idrissa Traoré, planificateur. Mme Aminata Traoré, planificateur. Mme Fatoumata Siragata Traoré, planificateur. M. Cheikh Sidi Mohamed Touré, inspecteur des services économiques. Chargé de mission, Mme Penda Oumar Touré, gestionnaire. Au titre du ministère des Sports, chargé de mission, M. Moussa Kanta, ingénieur. Mme Lalla Aïchatou Badoulaye Traoré, juriste. Au titre du ministère des Affaires religieuses et du culte, conseiller technique, M. Daniel Terra, administrateur civil. Mme Dambélé Juliette Ndiaye, professeure principale de l'enseignement secondaire. Chargé de mission, M. Oumar Amadou Oumar Djakite, juriste. Au chapitre des communications écrites, au titre du ministère de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement, le Conseil des ministres a examiné une communication relative au cadre stratégique d'investissement pour la gestion durable des terres au Mali. La dégradation des ressources naturelles constitue aujourd'hui une forte menace pour les terres cultivables et les eaux.
les coûts des dommages environnementaux et des inefficiences dans l'utilisation des ressources naturelles, des matières et des intrants énergétiques représentent au Mali 21,3% du PIB, soit plus de 680 milliards de francs CFA. La dégradation des terres et la perte de la diversité biologique constituent de ce fait des défis majeurs qui limitent profondément les capacités de résilience des agrosystèmes, en particulier face au changement climatique. C'est pour inverser durablement les tendances à la dégradation des terres suivant une approche globale et holistique que le Mali a décidé d'adopter l'approche programmatique de la gestion durable des terres. La gestion durable des terres peut être définie comme l'utilisation des ressources naturelles afin de satisfaire les besoins évolutifs tout en maintenant le potentiel de production à long terme de ces ressources ainsi que leurs fonctions écologiques. Ainsi, avec l'appui de certains partenaires techniques et financiers, Banque mondiale, GIZ, PNUD et Mécanisme mondial, le cadre stratégique d'investissement pour la gestion durable des terres au Mali a été défini selon un processus participatif et constitue une réponse globale pour relever les défis environnementaux auxquels fait face notre pays. Pour l'atteinte des objectifs du cadre stratégique d'investissement pour la gestion durable des terres au Mali, les activités seront mises en œuvre par les différents acteurs à travers des axes stratégiques d'investissement prioritaires, notamment le soutien aux activités de mise à l'échelle de la gestion durable des terres sur le terrain, le renforcement des services de conseil et des services commerciaux en soutien à la gestion durable des terres, l'élaboration de systèmes efficaces d'acquisition et de gestion de la connaissance de gestion durable des terres, de suivi, évaluation et de dissémination de l'information, la mise en œuvre d'une stratégie de communication pour soutenir l'appropriation de la gestion durable des terres et l'adoption de bonnes pratiques, le renforcement des capacités de tous les acteurs de la gestion durable des terres pour favoriser la mise en œuvre du cadre stratégique d'investissement pour la gestion durable des terres. Le cadre stratégique d'investissement pour la gestion durable des terres est en cohérence avec le cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté, les axes relatifs à la promotion d'une croissance accélérée durable favorable aux pauvres et le renforcement des bases à long terme du développement et l'accès équitable aux services sociaux de qualité. Il est aussi en cohérence avec la loi d'orientation agricole, la politique nationale de protection de l'environnement et les politiques sectorielles dans les domaines entre autres de la foresterie, de l'agriculture, de l'eau, de l'élevage, de la pêche, ainsi qu'avec le projet de Grande Muraille Verte. Voilà, Nyanya Aliou Traoré, ce qu'il fallait retenir de ce communiqué du Conseil des ministres qui s'est déroulé aujourd'hui sous la présidence du président de la République. Ah oui, Touré, merci. Et nous allons poursuivre ce journal. Nous allons rester à Koulouba où le chef de l'État a, dans l'après-midi, présidé la cérémonie de remise des rapports annuels 2012 et 2013 du médiateur de la République. Ces rapports font état de la problématique du foncier au Mali et c'est le district de Bamako qui bat les records avec plus de 70% des réclamations reçues. Notez que pour les 2 années précédentes, le médiateur a traité 347 dossiers contre 548 pour 2010 et 2011. Le point avec Mohamed Jarrah. 6 mois après sa nomination, le médiateur de la République a produit 2 rapports qui sont entre les mains du président de la République. Un travail méticuleux salué par le chef de l'État qui n'a pas manqué de saluer les qualités personnelles de Baba Akib Aïdara. Pour les 2 dernières années, le médiateur a traité 347 réclamations contre 548 pour les années 2010-2011. Les dossiers traités sont relatifs à la problématique du foncier au Mali et singulièrement dans le district de Bamako. Plus de 70% des dossiers concernent la capitale. Je voudrais ici souligner à l'intention des pouvoirs publics le fait que les litiges en matière foncière ne cessent de gagner en ampleur et en gravité, créant des situations potentiellement dangereuses
pour la paix sociale et les rapports de bon voisinage entre les citoyens. L'impatience et la colère de certains acteurs sociaux œuvrant dans ce domaine ne sont pas à l'abri de manipulations psychologiques, peut-être mal intentionnées, qui les conduisent quelquefois à des manifestations publiques intempestives. À cet égard, on a pu observer récemment, ici à Bamako, quelques mouvements revendicatifs à caractère social, interpellant le pouvoir public sur la gestion du foncier. Même si l'expression de ces interpellations apparaît outrancièrement accusatoire et donc inacceptable, il reste que les dénonciations des situations vécues, individuellement ou en groupe, par des personnes qui s'estiment lésées dans leurs droits légitimes, ces dénonciations peuvent être recevables et mériter un traitement conséquent. En matière foncière, comme en d'autres domaines, il importe pour nous de conforter l'état de droit démocratique par un dialogue certes ferme, mais soucieux de justice et d'équité. Le phénomène prend donc de l'ampleur et il faudra agir avant qu'il ne soit trop tard. C'est pourquoi le médiateur propose sa thérapie. Face à la multitude des initiatives anarchiques, souvent mal avisées ou mal intentionnées, émanant tant d'associations civiles que d'autorités communales et de certains services étatiques, les mécanismes de contrôle et de régulation actuels suffisent-ils pour enrayer un phénomène qui, par ailleurs, se nourrit de toutes les formes de corruption? On se pose la question. Le cas échéant, ne pourrait-on pas confier à une véritable brigade foncière une mission spéciale d'assainissement sur le terrain et sur toute l'étendue du territoire national, tant la situation qui prévaut me paraît nécessiter de mesures de rectification vigoureuses et urgentes. Et Baba Akib Aïdara d'insister sur le redéploiement des services de l'État dans les régions du Nord, un processus auquel son institution prendra une part active. Et c'est à cet exercice que s'attelle le gouvernement, répondra le président de la République. Je voudrais à ce propos vous assurer que le gouvernement prendra toutes les mesures qui s'imposent afin que vos délégués régionaux de Tombouctou, Gao et Kidal regagnent leurs juridictions respectives, d'une part, et qu'ils soient aussitôt opérationnels d'autre part. Et c'est là, monsieur le médiateur de la République, que le chef du gouvernement était à son affaire et à son propos, qui a eu souci d'aller sur place, voir comment ces instructions relatives au retour de l'administration étaient appliquées. En cela, il est dans la pure tradition républicaine. Et c'est donc cela qui a motivé son voyage à Kidal. Nulle autre raison. Mais, vous le savez, les choses simples sont souvent les plus difficiles à comprendre. Un poète que j'aime beaucoup, homme d'action, homme d'État, a dit « Les chemins plats sont les plus durs à gravir sur l'expédition ». En cette phase cruciale du cheminement de notre nation, où le dialogue, la réconciliation et la justice constituent un véritable leitmotiv, vos délégués régionaux ne sont pas de trop. Bien au contraire, par leur écoute, leurs conseils et leurs propositions, ils apporteront sans nul doute une contribution de qualité au processus de règlement des conflits et contentieux dans cette partie du Mali en proie à nouveau, hélas, à un cycle de violence et de dégradation prononcée des droits humains les plus élémentaires. L'assassinat, foi lâche, abominable des serviteurs de l'État, préfet, sous-préfet à Kidal, en est l'illustration la plus parfaite. Le médiateur de la République, tout comme le chef de l'État, salue l'institutionnalisation de l'EID.
L'organisation de l'espace d'innovation démocratique EID fait désormais partie de vos prérogatives. Rien de plus logique. Quand, sous l'égide du président Konaré, nous créions cet espace dans la décennie 90, nous étions loin de prédire le sort qui serait le sien au tournant du millénaire. Eh bien, je suis heureux de constater que la formule est gagnante. Et surtout, qu'elle reste d'une brûlante actualité. Après le président de la République, les 2 rapports seront remis dans les prochains jours au président de l'Assemblée nationale. À présent, ce décret qui vient de nous parvenir, le président de la République, vu la Constitution, vu le décret numéro 23-153 PRM du 8 février 2013 fixant l'organisation de la présidence de la République, décrète. Article 1er, M. Mohamed Al-Husseini Touré est nommé directeur de cabinet du président de la République avec rang de ministre. Article 2, le présent décret qui abroge les dispositions du décret numéro 2013-724 PRM du 9 septembre 2013 portant nomination de M. Mahamadou Kamara en qualité de directeur de cabinet du président de la République sera enregistré et publié au journal officiel. Le Premier ministre Moussa Mara a procédé cet après-midi au lancement des travaux de voirie et de drainage en commune 1 E4 du district de Bamako. Le coût de l'opération est estimé à 4,5 milliards de francs CFA, un financement de la Banque mondiale qui vise à offrir des voies praticables à toute saison aux usagers. Brahma Traoré était présent à ce lancement. Un geste au sens double. Le Premier ministre donne ainsi le coup d'envoi de 2 travaux majeurs au niveau du district de Bamako. Le premier concerne le projet de réhabilitation du collecteur P7 de l'Afiabougou en commune 4 et l'aménagement des rues 466 et 492 au niveau du même quartier. Le deuxième est relatif aux travaux de voirie et de drainage de la rue 525, communément appelée rue Montana à Boulkassombougou en commune 1. La réalisation de ces travaux permettra à coup sûr de résoudre le problème de drainage pour les riverains de ces voies et apportera une amélioration certaine dans la circulation et dans la mobilité urbaine. Espérant et invitant les populations des communes bénéficiaires à profiter pleinement de ces ouvrages et à accompagner les entreprises qui sont chargées de les exécuter. Il offrira des voies praticables en toute saison à 47 000 personnes et protégera 28 000 personnes des inondations, soit au total 75 000 bénéficiaires potentiels. L'ensemble des travaux va coûter plus de 4 milliards de francs CFA. Le financement est assuré par la Banque mondiale à travers le projet d'appui aux communes urbaines du Mali. Un projet dont l'un des objectifs est de faire de la décentralisation une stratégie de développement des collectivités. La dite stratégie vise à favoriser une contribution plus efficace des villes à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté. Il s'agira sur la base de l'amélioration de leurs performances en matière de prestation de services urbains et sociaux de base, d'instaurer une augmentation des investissements publics dans les infrastructures pour une plus grande couverture spatiale et de la qualité, y compris la gestion de l'environnement. Pour le Premier ministre, l'important c'est le succès de l'opération et chaque acteur doit jouer pleinement sa partition. L'objectif final étant l'amélioration du cadre de vie des populations. Nous venons poser les bases de travaux qui sont symboliques à plusieurs titres. D'abord, ce sont plus de 4 milliards, près de 4 milliards et demi qui vont être investis. 2 milliards 700 en commune 4 à travers la Fiabougou et 1 milliard 600 en commune 1 sur une voie qui va couvrir plus d'1 kilomètre de route avec des caniveaux, avec de l'éclairage public. En commune 4, nous allons avoir près de 2 kilomètres de route avec des caniveaux, avec de l'éclairage public. Et nous allons avoir un important collecteur au niveau de la place Cannes qui va être redimensionné, remis à neuf pour pouvoir drainer de manière efficace les eaux de pluie afin de limiter les risques d'inondation
dans cette partie de la ville de Bamako. Symbolique encore à travers l'implication des collectivités. Vous savez, on a l'habitude que l'État lance les appels d'offres, que l'État recrute, que l'État met en œuvre les investissements. Aujourd'hui, nous avons les collectivités locales qui lancent les appels d'offres, donc qui assurent la maîtrise d'ouvrage des travaux, qui recrutent les entreprises et puis qui mettent en œuvre les travaux. Et c'est cette direction que l'État malien est en train de prendre à travers un approfondissement de la décentralisation et une plus grande responsabilisation des collectivités. Les travaux sont confiés à 2 entreprises maliennes pour un délai d'exécution de 8 mois, une échéance qui doit être respectée selon le chef du gouvernement. Autre événement de taille présidé par le Premier ministre, c'est le lancement des Journées nationales du patrimoine culturel. Cette édition 2014 a comme thème « Enjeux du patrimoine culturel dans le processus de développement des collectivités territoriales ». Plusieurs activités culturelles sont au programme des 2 jours, nous dit Cheikh Oumar Sangari. C'est un challenge culturel que le département en charge de la culture vient de gagner par le lancement de ces journées nationales du patrimoine culturel. Le but des journées cette année est d'amener les collectivités décentralisées à contribuer à la protection et à la promotion du patrimoine culturel national. C'est ce qui explique le choix du thème patrimoine culturel, décentralisation et développement local au Mali. La décentralisation apparaît de plus en plus comme le lien profond qui relie les différentes politiques nationales et sectorielles de développement, surtout lorsqu'il s'agit d'un secteur aussi transversal que celui de la culture. Dans son discours à la nation, à l'occasion du Nouvel An 2014, le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, n'invitait-il pas les communes du Mali à prendre le contrôle de leur développement dans un État qui ne sera plus jacobin, centralisateur, mais au contraire distributeur et régulateur. Fin de citation. Pour le résumer, c'est la décentralisation accompagnée d'une réelle dévolution de certaines compétences et ressources qui constitue la réponse à la demande d'une autre forme d'État, telle qu'observable ailleurs. Le Premier ministre appelle les communautés à contribuer à la sauvegarde de nos biens culturels et notre diversité, gage de la cohésion recherchée. Le Mali a hérité d'un passé et d'une culture riches qui ont servi et servent encore de ciment à la cohésion sociale. Pendant des millénaires, des communautés différentes ont vécu ensemble dans le respect de leur diversité. C'est cette diversité, cet esprit de tolérance et cette créativité qui ont permis aux générations actuelles de disposer d'un patrimoine irremplaçable qu'elles se doivent de préserver, de pérenniser, quels que soient les obstacles et contraintes pouvant menacer la survie de cet héritage unique en son genre. Et c'est cette diversité qui fait de notre pays un pays éternel et qui fait que notre pays ne sera pas divisé. Moussa Mara a ensuite procédé au vernissage de l'exposition photo sur les biens culturels sous pression foncière et démographique. Force est de constater que ce patrimoine culturel riche et diversifié, au-delà des destructions qu'il a subies pendant la crise, particulièrement dans les régions du Nord, entre avril 2012 et janvier 2013, se trouve exposé à des périls de différentes natures, intempéries, pillages, négligence, manque d'entretien, entre autres facteurs. Ce premier jour a été aussi marqué par une projection sur le patrimoine culturel matériel et immatériel classé au patrimoine national et ou international et une conférence débat sur les thèmes retenus. On retient également la remise d'une calebasse d'haricots au ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, Mamadou Gaussou Diarra, au nom du Sinankouya, par les Traoré dans la salle. La traditionnelle prestation de l'ensemble instrumental a aussi agrémenté cette cérémonie de lancement. La quinzaine de l'environnement édition 2014 est prévue pour la période du 5 au 18 juin prochain. En prélude au lancement des activités, les organisateurs ont rencontré la presse. Cette édition délocalisée se tiendra à Ségou. Les détails avec Al-Hussein Touré. Cette 15e édition de la quinzaine de l'environnement se tient pour la première fois dans la capitale des Balanzans. Ainsi, du 5 au 18 juin prochain, Ségou et le Mali vibreront au rythme des événements qui se succéderont au centre Merouba de Ségou. Cette activité annuelle qui vise le changement de comportement des populations comporte cette année des innovations. La semaine de l'environnement a été délocalisée
et à Ségou, sur demande du ministre de l'Environnement et de l'Assainissement. Les différents lancements des quinzaines de l'environnement se passaient à Bamako. Donc il a voulu effectivement démontrer que ces lancements-là et les autres activités de la quinzaine peuvent se dérouler aussi dans les régions et avec la même ampleur que Bamako. Et c'est aussi pour imprimer plus de sens à l'importance de la communication dans le cadre de la protection de l'environnement. La préservation de l'environnement est surtout une activité de communication centrée sur l'information, la formation et la sensibilisation. Autant de choses qui rendent la presse indispensable dans le déroulement de la quinzaine et même au-delà. La quinzaine de l'environnement, c'est une quinzaine de communication. Nous créons l'espace de communication, de partenariat, d'échange, pour que le peuple malien puisse se rendre compte, puisse savoir ce que nous sommes en train de poser en matière de protection de l'environnement, en matière d'accès à l'eau potable, en matière d'assainissement en leur nom. Pour que le message puisse être porté à l'endroit de ceux-là qui ont besoin de l'information, de ceux qui doivent avoir l'information, il faut une bonne communication. Pour le département chargé de l'environnement, il s'agit d'un tout qui va réunir à la fois l'environnement, l'eau et l'assainissement. Direction l'Assemblée nationale où son président Issaka Sidibé a reçu en audience une délégation de la commission de suivi de l'incendie du marché rose de Bamako. Écoutons Madassa Soukouna, rapporteur de la dite commission. Il est au micro de Mahamadou Doumbia. Nous avons exposé nos soucis et nos inquiétudes. Bon, après l'incendie, nous nous sommes installés dans les alentours. Bon, il y a été aussi question de la reconstruction du marché. Alors, concernant l'apport du président, est-ce qu'il vous a fait des promesses? Oui, il nous a fait des promesses et il nous a surtout rassuré de son soutien. Surtout que nous soyons impliqués dans toutes les décisions qui seront prises concernant le marché. Depuis la construction et la conception du plan, nous serons impliqués. Il nous a aussi rassuré de son soutien. Et ici encore, nous tenons à remercier la promptitude avec laquelle les autorités ont réagi. Monsieur le président de l'Assemblée lui-même qui s'est déplacé pour constater les faits. Cela nous a réconfortés. Nous avons demandé à être installés dans des zones qui ne soient pas très éloignées de notre marché. Les autorités se sont engagées aussi à mettre en marche le marché de Hall de Bamako. Ceux qui sont intéressés peuvent aller s'installer là-bas, mais il y en a qui veulent rester aussi auprès de notre marché. Un geste qui vient comme ça des autorités supérieures de l'État, ça nous va droit au cœur, ça nous fait du bien, c'est réconfortant. Et Alassane Djombele nous signale depuis Addis Abeba que la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a soufflé hier 28 mai ses 39 bougies. L'événement a été célébré jeudi donc à Addis Abeba, ce jeudi, par une conférence au siège de l'Union africaine, conférence au cours de laquelle les acquis, les défis et les perspectives de l'organisation ouest-africaine ont été présentés. Par ailleurs, la troisième conférence des États partis au traité sur la zone d'armes nucléaires en Afrique a démarré ses travaux ce matin au siège de l'Union africaine à Addis. Après avoir examiné le rapport d'activité, les États partis ont procédé à l'élection des commissaires de la Commission africaine de l'énergie nucléaire. Le Mali a été réélu pour un second mandat de 3 ans. Contribuer à l'amélioration de l'état nutritionnel et à l'accroissement des revenus des producteurs, c'est l'objet d'un projet dont la formulation a été soumise à validation ce jeudi. Le lancement des travaux de cet atelier a été suivi par Mamoudou Sidibé. Le projet de renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région de Koulikoro est soumis ce jeudi à validation. Ce projet, qui a une durée de 5 ans, a pour objectif d'accroître la production des filières rizicoles et horticoles et les revenus des populations cibles de la région de Koulikoro. Ces objectifs s'articulent autour de l'investissement dans la maîtrise de l'eau pour réduire les risques climatiques auxquels sont confrontés les producteurs agricoles. L'augmentation de la productivité dans les secteurs clés du développement rural en adoptant l'approche chaîne de valeur. Le renforcement des capacités des collectivités et des organisations locales
de producteurs pour leur permettre de prendre en charge le développement agricole pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les activités du projet seront entre autres axées sur l'aménagement des périmètres, plaines et bas-fonds, la réhabilitation des pistes rurales, l'appui à la santé, la nutrition et l'éducation dans les cercles de Kati, Kangaba et Koulikoro. Sur une prévision de plus de 37 milliards de francs CFA, 29 milliards et demi sont déjà à la disposition du projet. Toujours en parlant d'alimentation, le Japon a mis au programme alimentaire mondial un important lot de vivres ce matin d'une valeur de près de 4 milliards de francs CFA. L'aide est destinée aux populations du nord du Mali. Fatoumata Kone, compte rendu. Cette aide est composée de sacs de riz, de mil, de haricots et de cartons de farine enrichis. Le don qui émane de la coopération japonaise a été remis au programme alimentaire mondial PAM. Il sera réparti entre les régions nord du Mali. Ce don permettra au PAM d'apporter une assistance alimentaire vitale à plus de 150 000 personnes vulnérables affectées par l'insécurité alimentaire. Ce don de vivre est en ce mois précis soulage sans nul doute les souffrances de nos compatriotes réfugiés ou déplacés. L'aide de 3 milliards 250 millions de francs CFA permettra aussi de faire face au risque de malnutrition dans les régions nord du Mali. L'aide alimentaire est indispensable pour atténuer l'impact économique et limiter le risque de la malnutrition ou les maladies, d'assister et de couvrir les besoins de base d'environ 800 000 personnes touchées par la crise, 220 000 écoliers des régions du Nord, 100 000 enfants et de 35 000 femmes enceintes et allaitantes. Le geste s'inscrit dans le cadre du projet d'assistance humanitaire aux populations maliennes en insécurité alimentaire. Et notez que c'est demain, vendredi 30 mai, que s'ouvre l'atelier des communicateurs dédié à l'élaboration d'une stratégie de mobilisation sociale dans le processus de paix et de réconciliation. Cet atelier est organisé par le ministère de la Réconciliation nationale en partenariat avec les organisations de la presse et la MINUSMA. Les femmes ont désormais à leur portée un guide sur la réforme du secteur de la sécurité. Ce document renferme des informations et des outils facilitant l'implication des femmes dans le processus de la réforme. Le guide lancé aujourd'hui est rédigé dans plusieurs langues et élaboré par le Centre pour le contrôle démocratique des forces armées. Ramata Konaté nous le présente. C'est au moment où la sécurité demeure une question essentielle pour les Maliens qu'apparaît un nouveau document intitulé « Guide pour les femmes sur la réforme du secteur de la sécurité RSS ». On y trouve des résultats de recherche, des décisions politiques et des conseils pour la prise en compte du genre dans la gouvernance de ce secteur. Le guide pour les femmes fournit des informations sur le secteur de la sécurité ainsi que des outils pour agir. Il s'appuie sur l'expérience riche et variée de femmes de la société civile à travers le monde et partage des exemples d'actions pratiques et parfois innovatrices de ces organisations. Le document informe aussi sur les instruments régionaux et internationaux relatifs à la RSS et aux femmes, les rôles des principaux acteurs du secteur de la sécurité, dont les forces armées et de sécurité de l'État et les organes de contrôle indépendants. Au regard de toutes ces informations, le guide pour les femmes est jugé important. Ce document que vous avez présenté aux participants est d'une grande importance pour les femmes, en particulier les femmes du Mali, et peut les appuyer dans leur travail quotidien en collaboration avec les acteurs de la sécurité. Je vous invite, chers participants, à faire bon usage de ce guide si précieux, mais surtout à le faire partager avec vos différents membres dans les différentes associations. La cérémonie de lancement de ce guide a aussi été marquée par la présentation de 4 communications, dont celle sur le processus de réforme du secteur de la sécurité au Mali.
Il existe désormais un programme pour promouvoir la santé, l'éducation et le développement pour les filles et les garçons à travers l'apprentissage basé sur le jeu et le sport. Son lancement a eu lieu ce matin à Bamako et il est initié par l'ONG Right to Play en partenariat avec la coopération canadienne. Rachel Tessougui. Promouvoir la santé, l'éducation et le développement pour les filles et les garçons à travers l'apprentissage basé sur le jeu et le sport. C'est le programme initié par Right to Play. Son budget s'élève à plus de 400 millions de francs CFA. Durant toute une année, près de 200 écoles à Bamako, Bougouni et Yanfoïla vont bénéficier de cette technique jouée pour apprendre. C'est une approche tout à fait originale et ingénieuse qui permet justement d'utiliser le jeu comme un véhicule pour aider les enfants à mieux apprendre, mais ultimement, comme je disais tout à l'heure, à devenir aussi non seulement de meilleurs travailleurs, mais de meilleurs citoyens. Le programme Jouer pour apprendre a placé le Canada et Right to Play en position de leader mondial en matière d'utilisation du sport pour le développement et la paix, une approche que vous connaissez certainement, une approche puissante permettant de relever les défis du développement conformément à l'esprit de la résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies depuis 2003 sur le sport pour le développement et la paix. Le gouvernement du Mali s'engage à soutenir ce programme pour le bien-être des enfants. Right to Play a initié une pédagogie d'enseignement ludique, innovante, basée sur le jeu et centrée sur l'enfant. Le programme EHED permettra de consolider les acquis et de donner de l'élan à l'atteinte des œuvres du Mali sur l'amélioration de la qualité de l'éducation. Depuis 2002, Right to Play démontre au Mali que le pouvoir du sport et du jeu peut transformer la vie des enfants dans les communautés défavorisées. L'International des services publics a organisé une rencontre avec comme thème Femmes, syndicats, gestion des conflits et consolidation de la paix. Fatim connaît les détails. En cas de conflit, ce sont les femmes qui payent de lourds tributs. Ces premières victimes ont décidé d'approfondir la réflexion sur la gestion des conflits, cela à travers le projet international des services publics ISP. La rencontre vise à échanger sur la question en vue d'élaborer un document facilitant la prise en charge morale et psychologique des femmes en cas de conflit. Les objectifs, c'est de permettre à la classe ouvrière, au mouvement syndical, les responsables syndicaux, les femmes leaders, de bien vouloir réfléchir sur comment ils peuvent s'impliquer dans la consolidation de la paix au Mali. Durant la journée, les femmes syndicalistes et leurs partenaires vont aborder 4 thèmes. Il s'agit de la crise malienne et son impact sur les femmes, droits et sécurité des femmes dans les conflits, rôle des femmes et des syndicats dans la gestion des conflits. J'ose espérer qu'au sortir de ces travaux, nous disposerons d'un projet bien ficelé, bien planifié pour une meilleure exécution, au profit de la paix et d'un meilleur vivre ensemble. Cette session concerne tous les syndicats affiliés à l'International des services publics, ISP section francophone. Restons avec les femmes en 5e région, renforcement des capacités de 5 femmes leaders des communes de Kona, Fatoma, Mopti, Kunari et Borondougou en matière de prévention et gestion des conflits, de réconciliation des droits humains. Coût du projet, plus de 18 millions de francs CFA, un financement de ONU Femmes. Mamar Ibrahim Touré, correspondance. La CAFO, en partenariat avec ONU Femmes, met en œuvre la région de Mopti un projet de renforcement des capacités des femmes leaders de 5 communes qu'on a Fatoma, Mopti, Kunari et Borondoukou. Il est financé par le PNUD pour 18 597 600 francs CFA. Le développement des compétences en dialogue, de réconciliation, de renforcement de la solidarité, de la culture, de la paix et du vivre ensemble sont autant de choses importantes et indispensables en termes de défis pour l'instauration de la paix et de la réconciliation nationale du Mali. Le programme des Nations Unies pour le développement vous raffirme sa volonté d'accompagner pleinement le processus de réconciliation au Mali et encourage tout un chacun, main dans la main, pour le retour de la paix. Le projet permet d'accroître le nombre de personnes ressources au niveau des organisations féminines locales qui pourraient s'engager dans la promotion de la paix, la culture démocratique
et les droits humains. Il est alors de mon devoir de les encourager à persévérer dans cette voie assez sage, déjà balisée par nos plus hautes autorités, et à les assurer tout l'accompagnement des autorités administratives et politiques de Mopti. On prépare au lancement les femmes leaders des coordinations locales de la CAFO, les leaders d'opinion religieux, les communicateurs et chefs traditionnels. Prévision de la campagne agricole 2014-2015 en zone office de riz, Ségou, Amadji Ogobara-Dolo nous en parle. Cette rencontre inaugure la campagne agricole 2014-2015 dans chacune des 3 zones de l'office riz de Ségou. Rencontre en 2 temps. Producteurs, encadrement et direction d'une part, exclusivement avec l'encadrement technique d'autre part. Avec les uns et les autres, il s'agissait pour la direction de partager le plan de campagne, les dispositions et autres conditions pour atteindre les objectifs de la présente campagne. C'est pour rencontrer les producteurs, pour faire le bilan de la campagne écoulée, c'est-à-dire la campagne 2013-2014, voir nos forces et nos faiblesses, afin de pouvoir quand même entamer la nouvelle campagne avec plus de force. Il faut que cette année, les objectifs que nous nous sommes fixés, il faut qu'on les atteigne. On a tout le soutien du gouvernement, étant donné que les entrants ont été subventionnés à 11 000 francs. Donc nous devrons quand même soutenir ces sacrifices. Les débats ont porté essentiellement sur les paramètres susceptibles de conduire à une campagne réussie. Nous avons également la semence sélectionnée au niveau de nos zones de production. Les aménagements au niveau de nos zones rizicoles sont en cours et même en voie d'achèvement. Je pense qu'avec une bonne pluviométrie, nous arriverons à atteindre ces objectifs. Avec les agents de terrain de la zone de Djouro, le directeur général a rappelé le sacerdoce de l'encadrement et les attentes de l'État. Chemin faisant, la délégation a apprécié l'état d'avancement des travaux de maîtrise totale de Tienkonou et le recalibrage du canal de Djouro. Fin du 3e congrès ordinaire de l'Association malienne pour l'unité et le progrès de l'islam à Mupi. Et la Isiaka Traoré a été reconduit à la tête d'un nouveau bureau de 30 membres, nous dit Daouda Sidiki Diarra. Pour le bonheur et la prospérité du Mali, l'AMUPI demande aux leaders religieux d'aider les autorités à assurer la paix et la concorde dans notre pays. Nous avons invité les 2 hauts responsables des églises catholiques et protestantes pour témoigner notre attachement à ce dialogue interreligieux. Nos pionniers nous ont enseigné à ce qu'on culture cette valeur. C'est l'une des recommandations de ce 3e congrès ordinaire qui a permis aux participants de procéder au renouvellement du bureau exécutif national et du comité directeur de l'AMUPI. C'est Isiaka Traoré qui a été reconduit à la tête du bureau exécutif national de 31 membres. Quant au comité directeur, il compte 30 membres. 6 présidents d'honneur, dont l'ancien premier ministre Ousmane Issoufi Maïga, ont été élus. Le congrès a répondu aux attentes des participants. Elle se caractérise, l'AMUPI et son congrès, par la leçon d'humilité, d'unité et de cohésion nationale, car c'est de cela aujourd'hui que notre pays a le plus grand besoin. C'est qu'à chaque fois que les musulmans se réunissent, les religieux dans l'ensemble, qui est l'expression d'une unité autour de l'essentiel, et qu'ensemble, et surtout qu'ils sont les voies les mieux indiquées, pris pour la stabilité de ce pays. Au regard de ce que nous connaissons dans le Nord, qui fassent des bénédictions, des prières, et qu'ils appellent au respect du droit à la différence. L'Association malienne pour l'unité et le progrès de l'islam, AMUPI, a été créée le 27 mai 1980. Depuis sa création, elle a construit beaucoup de madrasas et de mosquées. La cellule pour l'harmonisation de la réglementation et la coopération pharmaceutique dans l'espace UEMOA tient depuis ce matin à Bamako la 9e réunion de son comité de pilotage. Nous, Sissoko, reportage. Faire le point d'exécution des recommandations de la dernière réunion, adopter le programme d'activité de 2015 et délibérer sur des dossiers soumis à son appréciation, voilà en somme l'ordre du jour de la 9e réunion du comité de pilotage de la cellule pour l'harmonisation de la réglementation et la coopération pharmaceutique CHRCP de l'espace UEMOA.
Il est important que votre session se saisisse des dossiers qui concourent à la conduite cohérente du processus d'harmonisation. La relecture des missions de la cellule elle-même, la finalisation de son plan stratégique et la validation des niveaux de responsabilisation des pays dans le cadre de la coopération entre les autorités de réglementation. La CHRCP a pour mission de mettre en place un cadre réglementaire harmonisé du secteur pharmaceutique. Elle doit aussi développer une coopération technique entre les autorités nationales des États membres de l'UEMOA. La détermination des orientations nouvelles a donné à la cellule pour l'harmonisation de la réglementation et de la coopération pharmaceutique, au stade actuel de son évolution et en fonction des exigences de l'appui aux États membres pour la mise en œuvre des textes communautaires, cette structure mérite d'être orientée et renforcée afin d'être à la hauteur des enjeux de la quête des médicaments de qualité dans nos pays. Prennent part à cette réunion de 3 jours, outre les membres statutaires du comité de la CHRCP, les directeurs de la pharmacie et du médicament des pays de l'UEMOA, le représentant de l'OMS et des personnes ressources. Les enseignants en anglais font la promotion de la langue de Shakespeare. Regroupés au sein d'une association, ils viennent d'organiser leur premier symposium et c'est en présence d'Adama Koulibaly. Malian Association of Teachers English, c'est le nom de l'association des enseignants qui dispensent des cours d'anglais dans les écoles. Compte tenu de l'importance de cette langue dans la communication internationale, ce groupe se bat pour la faire valoir chez nous. L'anglais est la langue universelle qui ouvre la porte de l'emploi, de l'intégration et surtout de l'éducation qui est la clé de tout bon développement. Les meilleurs scientifiques au monde parlent tous aujourd'hui l'anglais. L'anglais est la langue la plus utilisée dans les entreprises francophones, lusophones, anglophones, arabophones. Les États-Unis qui appuient l'association, selon son chargé des affaires publiques, son pays est prêt à soutenir la promotion de la langue chez nous. Quant au représentant du département de l'éducation, il a souligné que la création de cette association est une aubaine à ne pas rater. Marche de soutien au gouvernement et à l'armée. La marche est organisée par les populations de Fana dans le cercle de Diola. Les jeunes de cette localité réitèrent leur soutien aux autorités. Adama Koulibaly est notre envoyé spécial. Les marcheurs, sur leur trajet, plus de 2 km traversant la ville de Fana, ont retiré leur soutien aux dirigeants du pays en clamant des slogans. Nous ne voulons rien que la paix. Les armes ne sont pas la solution. Nous demandons le soutien de la communauté internationale. Les marcheurs se sont rendus à la gendarmerie pour rendre hommage aux forces de sécurité avant d'aller remettre leur déclaration au sous-préfet de Fana. Nous disons oui à la réconciliation et à la paix. Nous demandons à toutes les Maliennes et à tous les Maliens de se donner la main sans distinction de race, de sexe ou de religion dans une cohésion totale. Car l'heure n'est plus aux accusations et aux critiques stériles du monde politique, mais à l'union sacrée pour la défense du territoire national et l'intérêt supérieur de la nation malienne. La population de Fana n'est pas demeurée en reste pour ce qui est du combat de la libération du pays. Et c'est ce sentiment qui m'anime au moment où je vous reçois. Les élus du cercle ont participé à la marche. À la jeunesse, ils demandent le patriotisme, le civisme. Nous encourageons l'État malien, nous encourageons nos forces de l'ordre pour qu'ensemble nous puissions vraiment recouvrir notre intégrité nationale. Une minute de silence a été observée aux soldats tombés sur le champ d'honneur. Et des communiqués continuent de nous parvenir suite aux événements tragiques survenus récemment à Kidal. Le Conseil régional de la société civile, l'association Yelenkoura, l'association des femmes leaders pour la promotion de la famille Sikasso, l'association de soutien aux efforts de développement du cercle d'Assongo, tous condamnent avec la dernière rigueur ces actes de violence. Ils invitent tous les Maliens à rester unis derrière les autorités. Et je vous rappelle ce décret, le président de la République, vu la Constitution, vu le décret numéro 23-153 PRM du 8 février 2013 fixant l'organisation de la présidence de la République, décrète, article 1er, M. Mohamed Al-Husseini Touré est nommé directeur de cabinet du président de la République avec un rang de ministre. Article 2, le présent décret qui abroge les dispositions du décret numéro 2013-700
724 PRM du 9 septembre 2013 portant nomination de M. Mahamadou Kamara en qualité de directeur de cabinet du président de la République sera enregistré et publié au journal officiel. Sur ce, prend fin ce journal. Tout le plaisir a été pour moi de vous le présenter. Demain, 20h, ce n'est pas moi, ce sera Aoué Touré. Grand merci à toute l'équipe de réalisation et à vous, nos très chers fidèles téléspectateurs, particulièrement ceux de Washington aux États-Unis. Bonsoir à tous.